Bonsoir et bienvenue dans cette parenthèse gourmande, 15 minutes de culture gastronomique avec Valentin. Et Nicole. Aujourd'hui, nous accueillons un invité, le talentueux Corentin Galen de la Maison Rostand, que nous remercions. On a voulu cette parenthèse culturelle afin d'enrichir les connaissances et pouvoir replacer dans un examen, un concours ou un dîner mondain. Et on aborde ce soir les thèmes porter un toast, le gin fizz, le mot sandwich, la maison Mauviel, le citron, le tiramisu et Corentin nous parlera plus en détail et avec beaucoup d'explications de la maison Rostand et de cette fameuse technique du canard au sang. Et Nicole, on va tout d'abord porter un toast. Merci Valentin. Alors, porter un toast ou toaster signifie trinquer à l'occasion d'un événement heureux, boire à la santé de quelqu'un ou encore formuler un vœu. Pour comprendre les origines de cette expression française, le mot toast désigne une tranche de pain grillé, mais il est emprunté à l'ancien français, donc toasté avec T-O-S, qui désigne une tranche de pain grillé qu'on mange en buvant un verre. Le rapport entre la tranche de pain au fait de boire est apparu au Moyen Âge. Le fait d'entrechoquer les verres viendrait d'un esprit de méfiance par crainte d'empoisonnement. Au XIe siècle, on mettait la toastée, donc TOS toujours, donc la tranche de pain grillé épicé dans une coupe de vin qui faisait le tour des convives et le dernier avait l'honneur de vider la coupe et de manger la toastée. Il y a d'autres explications à cette expression moins connue que celles évoquées mais qui ont le mérite d'être racontées. La première, d'origine mythologique, serait que lorsqu'Adam et Ève furent chassés du paradis, le diable, pourchassé lui aussi, se réfugia dans un tonneau de vin et les buveurs choquent les verres pour le faire partir. Le deuxième serait que le fait de boire un verre doit satisfaire les cinq sens de l'homme. On utilise le toucher pour tenir le verre, l'odorat pour le sentir, la vue pour s'y miroiter et apprécier la couleur, le goût pour le déguster. Il reste l'ouïe à divertir avec le fameux chin-chin ou le bruit causé par le choc des verres entre eux, d'où l'expression française faire chin-chin. Maintenant, on voit comment porter un toast en société. Donc, pour bien porter un toast pour un mariage, un anniversaire ou un autre événement, il faut procéder en 3 étapes. On commence par se lever et remercier les personnes présentes. Ensuite, on doit dire le nom de la personne que l'on souhaite célébrer et dire pourquoi. Et pour finir, on invite tout le monde à se lever et à lever le verre en l'honneur de la personne. Eh bien, merci Nicole pour toutes ces explications. On va maintenant porter un toast avec le gin fizz. Alors, le gin fizz, c'est l'un des cocktails les plus célèbres au monde. C'est l'un de ceux qui ont su séduire et convaincre barman et consommateurs à travers les âges par sa simplicité et le juste équilibre de ses saveurs. On va retourner quelques siècles en arrière pour comprendre son histoire. Le gin, il a été inventé comme une eau de vie de Genièvre, les baies de Genièvre, vous avez à l'écran, qui parfument le gin, mais aussi la choucroute. Il a été inventé aux Pays-Bas au milieu du XVIe siècle et popularisé en Grande-Bretagne. La marine anglaise va en abreuver ses officiers dans un but récréatif. Mais une terrible maladie va contraindre les marins à le consommer autrement. Hélas, le scorbut apparaît au sein des équipages dû aux carences en vitamine C et la maladie va tuer plus de marins que les batailles navales. Face au scorbut, un amiral anglais décide de donner à son équipage ce breuvage composé de gin, de jus de citron, auquel on ajoute du sucre afin de le rendre plus digeste et consommable. C'est un succès total et on raconte même que des marins simulaient le scorbut pour avoir accès à ce délicieux breuvage. L'ajout d'eau gazeuse transformera le médicament en cocktail. Alors, le gin fizz, c'est un cocktail d'une contenance de 12 centilitres. Il appartient à la catégorie des long drinks. C'est un cocktail de type fancy drink. On le déguste à tout moment de la journée. Il est élaboré au shaker de couleur blanche. Il est composé d'une cuillère de sucre en poudre, de jus de citron, de gin et complété par du soda et servi dans un tumbler. Quelques variantes, on retrouve le silver fizz élaboré avec un blanc d'œuf, le golden fizz élaboré avec un jaune d'œuf, le Royal Fizz élaboré avec un œuf entier et bien sûr toujours
à consommer avec modération. Merci beaucoup Valentin. Et avec ce Gin Fizz, je vous propose de manger un sandwich. Donc le sandwich est généralement composé de 2 ou plusieurs tranches de pain avec un ou plusieurs ingrédients entre elles. Mais qui a eu l'idée de cette brillante invention? Donc la légende veut que ce soit un certain John Montagu, que je vais vous montrer ici, quatrième comte de sandwich, qui, passionné de jeu, exigea qu'on lui apporte un petit encas. En 1762, il se raconte en effet qu'un joueur invétéré, Lord Sandwich, se rendit dans un pub pour un interminable jeu de cartes. Pour ne pas interrompre son client, le cuisinier des lieux décida de lui préparer 2 tranches de pain garnies de morceaux de viande froide et de fromage, permettant aussi aux joueurs de grignoter sans se salir les doigts. Et le succès fulgurant qui s'ensuit, eh bien, vous le connaissez. L'autre histoire, plus probable, raconte que Lord Sandwich consommait en fait des sandwichs à son bureau pour se remplir l'estomac tout en continuant à travailler. Valentin, je te laisse continuer. Merci Nicole pour ces explications autour du sandwich. On l'aime tant ce sandwich. Et je vais vous parler de la maison Mauviel. Tout va débuter en 1830 pour la manufacture qui est située dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et la manufacture Mauviel, c'est 7 générations qui se succèdent depuis 1830. Au début, c'est Ernest Mauviel qui débute donc dans un atelier artisanal, comme on peut le voir à l'image. Un petit atelier où ils sont que quelques ouvriers à travailler. Ces produits qui sont aujourd'hui prisés dans le monde. Mauviel magnifie depuis toutes ces années les cuisines des professionnels, comme de nombreux chefs ou encore des particuliers. Les produits destinés aux professionnels sont d'abord fabriqués en cuivre, qui est un matériel noble, par définition le meilleur des conducteurs de chaleur, mais loin de se limiter au métal rouge. La maison a su innover et se différencier, façonnant des matériaux comme l'acier, la fonte, l'aluminium et surtout l'inox multicouche, dont ses performances égalent quasiment aujourd'hui celles du cuivre. Et grâce à son esprit novateur et moderne, Mauviel est devenue l'unique société au monde à savoir travailler autant de matières, ce qui la hisse à une place de choix au rayon de l'excellence. Il faut savoir que l'entreprise ne compte aucun robot, tout est réalisé à la main. Mauviel propose tout type de matériel, tant en cuisine qu'en salle, notamment également des accessoires ou encore en pâtisserie, comme on peut le voir à l'image, ces magnifiques casseroles et poêlons qu'on peut utiliser pour un flambage, tout comme le réchaud ou encore les mini Mauviel que vous avez sur l'image en bas à droite. Et chaque produit est élaboré sur mesure et sur demande, en quelque sorte du cousu humain. Et la maison Mauviel met également son savoir-faire à disposition des candidats au Bocuse d'Or, qui est un concours de cuisine organisé lors du CIRA. La manufacture réalise un plateau unique lors de l'épreuve sur plateau, en collaboration avec le candidat de l'équipe de France. Et vous avez ici à l'image le plateau réalisé pour le candidat au Bocuse d'Or France en 2017. Merci beaucoup Valentin, c'est très très intéressant, mais quelle belle maison. Alors, on va continuer, je te laisse continuer avec un produit magnifique et de belles photos. Effectivement. Le citron, toutes ces magnifiques images qu'on voit. Et le citron, qu'est-ce que c'est? C'est un agrume originaire de l'Inde ou de la Malaisie, sans doute du Cachemire, entre le Pakistan et la Chine, découvert il y a environ 3000 ans. C'est un hybride entre le cédrat et la bigarade, une variété d'orange amère. Le citronnier va ensuite être introduit en Grèce et à Rome. À l'époque, c'est un cédrat, l'ancêtre du citron, qui était employé comme condiment dans le but de déguster des légumes crus pour assaisonner toute nourriture. Et il est cependant probable qu'il ait servi de technique de conservation de la viande par l'acide depuis l'Antiquité. Au Moyen-Âge, on a un rapport de Palestine. Il commence à être cultivé en Espagne. Il est notamment ramené par Christophe Colomb. On va le cultiver également en Afrique du Nord et en Italie. Aujourd'hui, le premier pays producteur est l'Inde. Plusieurs pays du bassin méditerranéen, comme le Mexique, l'Argentine, l'Espagne, ou encore l'Italie, ou encore aux États-Unis, en Floride plus particulièrement, et en France, une culture assez réduite. Bien sûr, on ne peut pas parler du citron sans parler de Menton, le pays du citron, et on trouve des citrons toute l'année.
Alors, il faut savoir qu'il existe plus d'une cinquantaine de variétés. Les principales sont les variétés Eureka, la plus cultivée au monde, ou encore Interdonato ou Verna. Et on retrouve différents citrons, ceux qui sont ici exposés à l'écran. Le citron vert, qui lui est un hybride entre le cédra et un agrume sauvage proche du kombawa, qui n'est pas une variété de citron, mais celle d'un agrume très proche, la lime, qui est cultivée dans les pays tropicaux, comme les Antilles, la Côte d'Ivoire ou encore le Mexique. La lime est utilisée en général pour les cocktails ou pour la préparation des poissons crus marinés. Le cédra, qui lui est l'ancêtre du citron, il est cultivé en Turquie ou encore en Corse. Il sert à préparer des confitures et une liqueur, la cédratine. Le citron kombawa, lui, est très cultivé en Asie du Sud-Est, à La Réunion et à Madagascar. Il est très chargé en huile aromatique et sa pulpe est très acide et amère. Ses feuilles très parfumées s'utilisent en condiment. La Bouddha, elle, est originaire d'Asie. C'est une variété de citron remarquable par sa forme. Le fruit est divisé en plusieurs sections qui rappellent des doigts, d'où son nom, une peau très épaisse, une chair compacte et peu juteuse. Le citron caviar est assez rare. Il pousse dans les forêts australiennes. Il est assez long et mince, une peau verte foncée et la chair. Valentin, tu veux... J'ai fait une connerie. On peut couper ou pas après? Ouais, je vais le couper. Ah oui, on ne recommence pas tout depuis le début. Hein. En fait, je voulais bouger ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, attends. On recommence au citron, d'accord? Non, mais ça va, Valentin, tout va bien. J'ai mal fait en plus, donc c'est bien. Ah mais putain, je suis désolée. Hein. Pas grave. Hein. Alors, et on continue. Valentin, merci beaucoup pour ce belle maison. Attends. 1, 2, 3, je recommence. Et on continue, Valentin, avec le citron. Effectivement, alors le citron, c'est un agrume originaire de l'Inde ou de la Malaisie, sans doute du Cachemire, entre le Pakistan et la Chine. Il est découvert il y a environ 3000 ans. C'est un hybride entre le cédra et la bigarade, une variété d'orange amère. Le citronnier va ensuite être introduit en Grèce et à Rome, où le cédra, l'ancêtre du citron, était employé comme condiment dans le but de déguster des légumes crus, assaisonné de toute nourriture, et il faut savoir qu'il est assez probable qu'il ait servi de technique de conservation de la viande depuis l'Antiquité. Le citron est également utilisé pour ses propriétés médicinales. Au Moyen-Âge, on va en rapporter de Palestine. Il commence à être cultivé en Espagne, rapporté par Christophe Colomb en Afrique du Nord et en Italie. Aujourd'hui, le premier pays producteur est l'Inde. Plusieurs pays du bassin méditerranéen, comme le Mexique, l'Argentine, l'Espagne ou encore l'Italie, aux États-Unis, en Floride. En France, la culture est assez réduite, mais comment peut-on parler du citron sans parler de Menton, bien sûr, le pays du citron? On trouve des citrons toute l'année. Il faut savoir qu'il existe plus d'une cinquantaine de variétés, dont les principales sont les variétés Eureka, la plus cultivée au monde, Interdonato ou encore Verna. On retrouve différents citrons. Le citron vert, qui, attention, n'est pas une variété de citron, mais celle d'un agrume très proche, la lime. C'est un hybride entre le cédra et un agrume sauvage, proche du kombawa, qui est cultivé dans les pays tropicaux, comme les Antilles ou encore la Côte d'Ivoire. On l'utilise en général dans les cocktails ou pour la préparation des poissons marinés. Le cédra, qui lui est l'ancêtre du citron, il est cultivé en Turquie et en Corse. Il sert notamment à préparer des confitures et une liqueur assez connue, la cédratine. Le citron kombawa, lui, est cultivé en Asie du Sud-Est, à La Réunion et à Madagascar. Il est petit et rond, une écorce grumeleuse de couleur verte foncée ou jaune, très chargée en huile aromatique, une pulpe très acide et amère, des feuilles très parfumées qui s'utilisent en condiment. La Bouddha, elle, est originaire d'Asie, une variété de citron remarquable par sa forme, un fruit qui est divisé en plusieurs sections qui rappellent des doigts, d'où son nom, une peau très épaisse, une chair parfumée et compacte et peu juteuse. Le citron caviar, lui, est assez rare, il pousse dans les forêts australiennes. C'est un citron qui est long et assez mince, une peau verte foncée, une chair qui renferme de nombreuses billes croquantes qui explosent en bouche et une saveur qui est légèrement acide. Le yuzu, qui lui est originaire de Chine, il est issu d'un croisement d'une mandarine et d'un citron, un zeste assez irrégulier
mais une chair qui l'est tout aussi et on va le trouver toute l'année. Le citron Meyer, enfin pour terminer, sa peau et sa chair sont jaunes et orangées car celui-ci résulte du croisement d'une orange ou d'une mandarine et d'un citron. Il porte le nom de Frank Meyer, qu'il a introduit aux États-Unis. C'est un citron qui est très juteux, un parfum intense et un jus plus doux. Quelques citrons labellisés. On retrouve bien sûr en France l'IGP citron de Menton, obtenu en 2015. De nombreuses IGP également en Italie, en Espagne, au Portugal. Les emplois du citron sont nombreux en cuisine, en pâtisserie, en confiserie, dans l'industrie des boissons, mais aussi en salle. On va retrouver comme préparation culinaire incontournable la tarte au citron, des marmelades, le citron givré. On le prépare également en sorbet, en liqueur, comme le limoncello. On l'utilise en marinade, dans des préparations comme le beurre blanc et le jus est présent dans de nombreux cocktails. Merci beaucoup, Valentin. Qu'est-ce que c'était intéressant et que de belles photos. Alors, on poursuit avec un dessert délicieux que beaucoup aiment, c'est le tiramisu. Donc, le tiramisu nous vient d'Italie, son orthographe italienne est tiramisu, qui signifie littéralement tire-moi en haut, dans le sens moral de remonter le moral de quelqu'un, ou dans le sens physique. Le tiramisu est un dessert dont la base est composée d'œufs, de sucre, de café froid et de mascarpone et puis d'alcool, le marsala ou l'amaretto, pour imbiber un biscuit mou avec boudoir, génoise, biscuit cuillère et de cacao en poudre saupoudré au-dessus. Préparés séparément, ces ingrédients sont ensuite superposés en couches successives. Mais d'où vient ce délicieux dessert? Donc, plusieurs légendes circulent. La première veut que le tiramisu ait été inventé en Toscane à la fin du XVIe siècle. On l'aurait créé spécialement pour la visite de Cosme III de Médicis, duc de Toscane à Sienne, que vous pouvez voir sur la diapo. Celui-ci aurait tellement aimé qu'il en serait devenu son dessert favori et l'aurait fait connaître à travers toute l'Italie en le ramenant à la cour de Florence. On raconte aussi qu'à la Renaissance, les Vénitiennes offraient le tiramisu à leurs amants pour qu'ils aient plus de vigueur car on le considérait comme un aphrodisiaque. Mais aussi, on dit également que les prostituées vénitiennes travaillant au-dessus des bars achetaient du tiramisu pour se redonner de l'énergie. Une autre légende est beaucoup plus terre à terre. Le tiramisu serait en fait une astuce pour ne pas gaspiller le café froid et les restes de gâteau. On ajoutait à ces deux ingrédients un peu de liqueur pour ramollir le tout et on recouvrait ensuite cet ensemble de crème ou de mascarpone. Une histoire bien plus récente indique que c'est dans un restaurant où il était apprenti cuisinier que Carlo Campeol a eu l'idée d'inventer ce dessert en 1971. Dans les familles de Venise et de Trévise, on le donnait aux enfants, aux anciens, aux convalescents pour leur donner de l'énergie. Tiramisu veut dire « donne-moi des forces » en patois. À la base, c'était un remède de grand-mère. Aujourd'hui, Carlo Campeol regrette vivement de ne pas avoir déposé le brevet. Au fil du temps, le tiramisu a des évolutions, on en a connu beaucoup, avec des variantes, dont le biscuit cuillère qui peut être différent ou l'utilisation de fruits. Voilà, c'est terminé pour ce merveilleux dessert. Eh bien, merci Nicole. Ce tiramisu, comme tu nous en parles, nous donne l'eau à la bouche et je laisse maintenant la parole au talentueux Corentin Galen pour nous parler de la maison Rostand et de cette technique du canard au sang. Merci beaucoup, à bientôt. Je vais couper. C'est bon, je vais couper. Arrêtez. Alors. Non. Alors, Corentin, on est très, très heureux de t'accueillir, vraiment. On va te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et on va te laisser présenter aussi cette belle maison qui est la maison Rostand. On te laisse la parole, Corentin. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à Nicole et Valentin pour leur présentation d'aujourd'hui et des semaines précédentes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin Galen, 30 ans, et je suis donc maître d'hôtel à la Maison Rostand à Paris.
Et je vais vous présenter donc deux thèmes importants à mes yeux ce soir. Donc tout d'abord la maison Rostand et son histoire, et ensuite un plat mythique du restaurant, le canard au sang. Alors l'histoire de la maison Rostand d'abord, donc elle débute en 1978 lorsque Michel Rostand, descendant d'une lignée de grands chefs, son père a notamment obtenu 3 étoiles à Antibes pour son restaurant La Bonne Auberge, et son épouse Marie-Claude reprennent le restaurant Chez Denis, donc situé rue Runcan dans le 17e arrondissement de Paris. Ils le nomment alors simplement restaurant Michel Rostand. Dès la première année d'exploitation, en 1979, le restaurant obtient une étoile au guide Michelin. L'année suivante, en 1980, la deuxième étoile est décrochée. Elle ne quittera plus jamais alors l'établissement. Michel Rostand est adepte d'une cuisine bourgeoise qui revisite les grands classiques de la cuisine française avec une touche de modernité et d'inventivité. Originaire de Grenoble, ses terroirs de prédilection sont la région lyonnaise et la Savoie ou encore la Provence, mais à l'honneur des produits tels que la volaille de Bresse ou le brochet du lac Léman notamment. Le restaurant va également se faire un nom autour d'un produit mythique, la truffe noire, qui est uniquement utilisée ici donc au restaurant à la Maison Rostand du 15 décembre au 15 mars et provient exclusivement du marché de Richeranche. Donc Richeranche, pour ceux qui ne situent pas, c'est situé dans le Vaucluse, dans la Drôme provençale. Le surnom de la ville est la capitale de la truffe, car c'est le plus grand marché de truffes d'Europe. Donc du 15 décembre au 15 mars, un menu tout truffe est disponible pendant ces 3 mois. On y retrouve le plat phare de Michel Rostand, le sandwich tiède à la truffe de Richeranche et beurre de micelle, dont Nicole et Valentin nous ont vanté les mérites la semaine dernière, et qui figure parmi les 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie, d'Hélène Luzin. Donc ce livre-là, donc vous retrouvez page 292 la recette du sandwich de Michel Rostand. Donc je vous invite à acheter ce livre qui retrace vraiment tous les grands plats de la gastronomie française. Vous retrouvez des grands noms, Paul Bocuse, Trois Gros, Anne-Sophie Pic, etc., etc. Et donc vous retrouvez à l'intérieur la recette de ce sandwich qui est encore et donc Hélène Luzin, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fille de Francis Luzin qui a créé le magazine Le Chef en 1986. Alors pour revenir à la maison Rostand et Michel Rostand, donc précurseur et novateur, Michel Rostand est le premier à proposer des formules à prix fixe, du jamais vu pour un restaurant gastronomique à Paris. Donc il faut savoir qu'en dans les années 80, des menus à prix fixe, ça se faisait un petit peu en province, mais pas du tout à Paris. Donc c'est un des premiers, un des précurseurs à faire des menus à prix fixe à Paris. Alors c'est d'autant plus drôle que maintenant, tous les restaurants gastronomiques à Paris ont des menus à prix fixe, et certains d'ailleurs ont même plus de cartes et ont que des menus sans carte. Il est également le premier grand chef à se lancer dans l'aventure des bistrots dès 1987. En effet, à côté du restaurant gastronomique, il a créé son premier bistrot qu'il nomme le bistrot à côté, parce qu'il est vraiment collé à la maison Rostand. Et il perpétue la tradition des bouchons lyonnais. Étant amateur et passionné de vin, Michel Rostand il décèle aussi un certain potentiel commercial. Il achète donc très tôt des grands vins et des domaines qui montent pour se constituer une cave à la hauteur de ses 2 étoiles au guide Michelin. Aujourd'hui, elle compte plus de 1000 références, ce qui représente un chiffre quand même assez exceptionnel pour un restaurant de chef. Donc par restaurant de chef, j'entends restaurant hors hôtel, hors palace, hors propriétaire riche ou millionnaire, etc. Donc elle attire les amateurs de grands vins et gastronomes à la recherche d'une carte exhaustive et avec un excellent rapport qualité-prix. On ne peut pas évoquer le restaurant sans parler de son décor. Donc il est conçu comme un appartement intimiste et accueille sa clientèle dans des salons au décor somptueux et aux boiseries magnifiques. Grand collectionneur et amateur d'art, Michel Rostand aime les lieux qui ont une âme et a voulu embellir chacun de ses 4 salons d'objets de sa collection personnelle. Donc il a des œuvres d'art nouveau, des œuvres de René Lalique, d'Andy Warhol. Il a également des violons d'Armand ou encore une œuvre d'art de Niki de Saint-Phal. C'est en 2016 que le restaurant Michel Rostand va devenir la maison Rostand. En effet, dans un souci de transmission et afin de préparer l'avenir, le chef va donner de la cuisine à son chef exécutif, qui est présent depuis 2008, Nicolas Baumann. Donc il faut savoir que Nicolas Baumann a fait son apprentissage à la maison Rostand, et il est devenu ensuite chef de partie. Et après, il est parti au Meurice, Meurice époque Yannick Aleno, donc 3 étoiles. Il va rentrer chef de partie et va devenir sous-chef
de Yannick Aleno à l'époque du 3 étoiles, départ de Yannick Aleno, donc il va revenir à la Maison Rostand en tant que chef exécutif. Pour finir, en 2020, la Maison Rostand fête ses 40 ans. Michel Rostand décide de vendre son établissement à son chef depuis plus de 10 ans, donc Nicolas Mann, et à son nouvel associé Stéphane Manigold dans une nouvelle ère. Voilà pour la Maison Rostand. Donc ensuite, on va parler d'un plat mythique que l'on prépare à la Maison Rostand, le canard au sang. Donc le canard au sang, pour ceux qui ne connaissent pas bien le canard au sang, un petit rappel historique. Le canard au sang a été créé à la fin du 19e siècle, vers 1880, par un aubergiste à Duclerc, au restaurant Le Père Denise, qui utilisait le canard du même nom, donc le canard Duclerc, qui est un canard normand à la robe noire, et que l'on surnomme l'avocat, parce que c'est un canard qui est tout noir et qui a une robe et qui a le cou un petit peu blanc. Donc ça fait vraiment penser à une robe d'avocat. Séduits par cette recette, les restaurateurs de Rouen, qui est situé donc à quelques kilomètres de Duclerc, seulement s'en emparent. Le canard Duclerc devient alors le canard à la rouennaise. La recette va ensuite très vite s'exporter jusqu'à Paris, donc en 1890, et franchir les portes d'un restaurant mythique parisien, la Tour d'Argent. Le propriétaire des lieux, Frédéric Delair, sûr que la recette va plaire, va alors avoir l'idée géniale de numéroter les canards servis au restaurant. Donc aujourd'hui, en 130 ans de canards au sang à la Tour d'Argent, on peut dire qu'il y a un petit peu plus d'1 million de canetons d'ours d'argent qui ont été vendus au sein du restaurant gastronomique. La place importante du canard au sang dans l'histoire de la gastronomie française tient de par sa recette, mais aussi et surtout de par son rituel de service. En effet, dans tous les établissements, le canard est découpé et la sauce préparée en salle, devant le client, par les maîtres d'hôtel ou maîtres carnardiers, avec l'aide d'une presse, d'un pressoir en argent, que vous voyez notamment sur la diapositive. Il y a notamment des presses qui sont signées Christophe et qui sont magnifiques. Donc, il s'agit vraiment d'un vrai spectacle en salle. Il faut souligner que la race Duclerc n'est plus la seule utilisée pour faire un canard au sang aujourd'hui. Alors, par exemple, à la Tour d'Argent, eux, ils vont utiliser des canards de Chaland, en Vendée, de chez Madame Burgot. Nous, à la Maison Rostand, Monsieur Rostand étant originaire de la région lyonnaise, il opte pour de la canette de la famille Miéral, donc qui est située à Revel-en-Bresse. Mais en tout cas, quelle que soit la recette, quelle que soit la race utilisée pour faire le canard devra être abattu à l'étouffée et non saigné. Donc ce mode d'abattage est primordial afin que le canard garde le plus de sang possible pour l'exécution de la recette. Donc les différentes étapes du canard au sang à la Maison Rostand. Nicole va peut-être lancer une vidéo c'est parti. d'un de mes maîtres d'hôtel de la Maison Rostand. Donc le canard est rôti donc entier en cuisine, premièrement. Puis il est amené dans la sauce. Il est présenté comme ceci au client. Donc c'est la photo que vous avez juste à côté justement de la vidéo. Donc le maître d'hôtel dépose ensuite le canard sur la planche et commence la découpe. Donc là vous voyez mon collègue qui va déposer le canard à la planche. Donc ensuite il va le cuisse tout d'abord, qui elles retournent en cuisine parce qu'elles feront l'objet d'un second service. Le canard au sang à la Maison Rostand est servi en 2 services. Je crois que c'est également le cas à la Tour. Donc les cuisses sont levées et retourneront en cuisine. Ensuite, on va voir que mon collègue va lever les magrets. Il va les réserver sur la planche. Alors ensuite, ce qui est la plus technique, la carcasse doit être découpée. Nous on la découpe en 3 parties pour être insérée ensuite dans la presse, dans le pressoir en argent. Donc quand c'est introduit dans la presse, on doit actionner donc le pressoir, actionner la roue. Donc ce qui va venir presser la carcasse et donc faire écouler le sang dans la sauce. Donc il faut savoir que la sauce que vous voyez à l'image, elle est composée de vin rouge. Alors nous, on utilise du vin rouge de la vallée du Rhône pour être en accord régional avec la volaille minérale, échalote, beurre, sel et poivre. Et en fait, donc, le plat avec la sauce et la chaleur,
ça va faire coaguler le sang et permettre la liaison de la sauce. Donc pendant ce temps-là, les magrets sont découpés en fines aiguillettes. Pour le dressage, c'est la photo que vous avez juste à côté de la vidéo. Donc, le dressage, on verse la sauce au sang dans une assiette, puis les aiguillettes de canard bien parallèles. Alors, la partie qui est aussi très technique, c'est que tout cela doit être réalisé en moins de 6 minutes pour que le canard soit servi chaud au client. Parce que le canard qui arrive rôti, alors il faut savoir que la sauce est ensuite réchauffée, donc les aiguillettes vont reposer dans la sauce qui est chaude. L'assiette est notamment brûlante également, mais il faut quand même que le canard soit servi chaud au client, donc il faut faire tout ceci en moins de 6 minutes. Pour la petite anecdote, mes premiers canards, je pense que j'étais à 10 minutes, disons, et donc voilà, c'est un petit peu trop, donc il faut faire vraiment en moins de 6 minutes. Donc le canard au sang sera accompagné, nous, à la maison Rostand, d'un autre grand classique de la maison, qui est le gratin dauphinois. Donc Monsieur Rostand étant originaire du Dauphiné, de Grenoble, un gratin dauphinois est servi avec toutes les viandes à la maison Rostand. Les cuisses dont on a parlé tout à l'heure sont servies en second service, donc soit en salade, soit en consommé chaud. Consommé chaud, donc une sorte de soupe chaude qui va permettre de vraiment faire digérer. On utilise en ce moment plus le consommé que la salade, parce que c'est vrai que vous avez déjà un magret entier par personne, avec le gratin dauphinois, la sauce qui est quand même assez riche, donc vous avez déjà bien mangé après le premier service. On privilégie quand même maintenant pour une expérience poussée à son paroxysme, l'accord mets-vin souhaitable est un grand vin rouge de la vallée du Rhône ou un grand Bordeaux, puissant et généreux pour venir jouer la comparaison avec la sauce profonde et riche du canard. J'aimerais finir sur un point qui me tient à cœur. Donc, les découpes et techniques en salle se font de plus en plus rares aujourd'hui, et des plats mythiques de la gastronomie française tels que celui-ci doivent être préservés. La transmission joue donc ici un rôle essentiel. Dans cet objectif, à Rouen, il existe un ordre des canardiers. Donc, cette association fondée en 1986 par Michel Guéret a pour objectif de maintenir la tradition du canard au sang. L'ordre des canardiers est composé de professionnels servant du canard à la rouennaise dans leur établissement et des gastronomes amateurs. Le maire de Rouen est d'ailleurs membre de cette association avec le titre de grand canardier d'honneur. Alors à Paris, il n'existe pas d'association telle que celle-ci, mais à la Tour d'Argent ainsi qu'à la Maison Rostand, les maîtres d'hôtel les plus anciens ou les plus aguerris doivent aussi passer le flambeau aux plus jeunes pour que l'on continue à déguster le canard au sang dans nos établissements. Voilà pour l'histoire du canard au sang. Merci beaucoup, Valentin. Corentin, pardon. Alors, je suis désolée, Valentin, Corentin, pardon. Alors, est-ce qu'on vous laisse poser les questions? Est-ce que vous avez des questions spécifiques ou est-ce que vous souhaitez rajouter? Comme chaque semaine, il y en a plein qui rajoutent des petits points. C'est hyper intéressant. On vous écoute. Hein? Non. C'était très, très complet, Corentin, vraiment. Merci beaucoup. Et je vous invite à venir tous déguster un canard au sang à la Maison Rostand. On réouvre normalement en juin, donc avec plaisir. Ouais. J'ai une petite question pour Corentin, en fait. Est-ce que les filles de M. Rostand sont impliquées dans le nouveau projet? Alors non. Donc il faut savoir que M. Rostand a vendu donc le 2 janvier 2020, il y a un peu plus d'un an. Et en fait, il a vendu parce que le souhait des filles n'était pas de reprendre l'établissement gastronomique. Donc elle continue avec le groupe maintenant, le groupe Rostand, à s'occuper de Dessirier et puis des autres projets qu'ils ont, notamment à la Défense, Octopus, etc. Mais elles n'ont pas voulu prendre part au restaurant gastronomique, donc c'est pour ça qu'il a vendu à Nicolas Baumann et à Stéphane Manigold. Mais après, elles étaient à l'époque où Monsieur et Madame Rostand étaient au restaurant gastronomique, elles prenaient part quelquefois à des événements au sein du restaurant. Et quels sont les objectifs du chef Baumann? C'est de continuer la tradition de la Maison Rostand ou c'est plutôt de s'affranchir de ça et de peut-être aller chercher les 3 étoiles?
Alors, chercher les 3 étoiles, je pense que chaque chef 2 étoiles veut aller chercher la troisième, donc je pense que oui, c'est un objectif. C'est un objectif aussi de Stéphane Manigold qui a racheté. Après, il veut rester quand même dans une cuisine classique et de tradition, mais en apportant quand même un souffle de modernité enfin, un souffle contemporain. Mais le canard au sang va rester, je dirais pas ad vitam aeternam parce qu'on ne sait pas, mais il reste également la quenelle de brochet soufflée à la crème de homard. Donc il y a les grands classiques de la maison Rostand qui restent quand même au restaurant. Super, merci. Je viendrai bientôt. Avec plaisir. Des questions? Est-ce que vous voulez rajouter quelques points autres? Non? Alors, on va vous dire à la semaine prochaine, donc toujours jeudi 20h30. Cette fois, on va accueillir une filleule de l'association, donc Marie, qui nous regarde ce soir. Et pour la semaine prochaine, on va retrouver les thèmes suivants. La phrase bon appétit, le restaurant Maxim's, le bria Savarin, l'omelette de la mère Poulard, le testevin, le Saint-Nectaire, la crêpe Suzette, l'anis de Flavigny et la Châteldon. Oui, la Châteldon, je l'ai oublié sur le diapo. Voilà, donc tout ça. N'oubliez pas, je vous ai à tous envoyé le lien pour samedi 18h30 avec Kevin qui vient d'intervenir et que j'embrasse, qui est à New York, elle est content. Voilà, il interviendra samedi à 18h30 pour préparer présenter son parcours. Il y aura aussi Stéphane Guénaud qui est ici, Fabrice Sommier, Chloé Laroche, Victor Batol, Mathieu Gisard qui est avec nous aussi ce soir et Brice Marteau qui est barman à Paris. Donc, on est très, très heureux de ce webinaire qui s'annonce vraiment super pour samedi soir. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Corentin, encore de ta présence avec nous. Super. Et merci beaucoup, Valentin. Merci à tous. Merci Nicole et Corentin. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, c'était très complet. Merci. Merci.